Un jeune professeur me disait hier: le temps me manque déjà pour enseigner à mes élèves ce qu'ils doivent savoir. Si vous nous ramenez à 20 heures d'enseignement par semaine, ce qui est ramené 3 heures à 2, comment ferons-nous? Je ne vois aucune difficulté réelle. Ce sont les cours qui dévorent le temps. Vous enseignez, je suppose, l'histoire. D'ici, je vous entends. Il faut que vous ayez raconté à vos élèves toute la suite des événements. Et vous pensez que cela suffit. Il y a un préjugé administratif qui conduit à faire travailler les professeurs. Et j'avoue qu'ils travaillent beaucoup. Ce sont de très bons élèves. Mais les élèves ont coutume aussi de ne rien faire. Je voudrais renverser un peu ce petit monde. Que le professeur travaille à sa manière, qu'il lise les mémoires et les théories, qu'il médite selon son plaisir sur les grandes lois et sur les petites causes, je le veux. Mais les élèves doivent savoir d'abord les événements tout nus. Qu'ils apprennent donc leur leçon dans un manuel, et qu'ils la récitent, ce sera nouveau. Mais il faut du temps pour les interroger tous. Au lieu de chercher des objections, chercher des moyens. Je me souviens d'un temps où les répétiteurs n'étaient pas encore des professeurs adjoints. Pendant l'heure d'étude, qui précédait la classe, ils appelaient auprès de leur chaire les élèves qui semblaient se soucier le moins de leur travail. L'élève récitait, il suivait sur le livre. Il n'est pas nécessaire d'être historien de son métier pour s'assurer que l'élève ne brouille pas les dates. Il donnait des notes. Le professeur, qui voit d'abord ses notes, a tout le loisir de poser à son tour des questions plus choisies. Et c'est au niveau même des réponses, et d'après des connaissances chronologiques assurées en tous, que l'homme d'expérience, l'homme d'archives, l'homme cultivé se montrera. Une improvisation d'un quart d'heure peut éclairer comme il faut 20 ans d'histoire, et même un siècle entier, quand le principal est su. Il me semble aussi qu'au lieu du cahier d'histoire couvert de notes illisibles, on pourrait exiger que chacun des élèves écrivît de sa plus belle plume, et non sans encre de couleur, s'il voulait, une belle chronologie, où le temps divisé d'abord en espaces égaux se remplirait peu à peu d'événements et de biographies. Travail facile à juger, travail qui appelle le travail, car les parties blanches d'un beau cahier sont bien éloquentes. Et j'ai plus d'une raison de croire que ce genre de travail, qui est une sorte de dessin à la plume, dispose mieux le corps pour la vraie attention que cette manière d'écrire, précipitée et crispée, que les jours ont mise en usage. Au reste, chacun a pu remarquer qu'une bonne chronologie, dès qu'elle fait comparaître les événements, les âges et les œuvres, exprime par elle-même les plus importantes idées concernant le passé humain. Les périodes les moins remplies disent encore quelque chose par la seule suite des années. Il apparaît qu'en ces temps sans gloire, les hommes ont continué de vivre, d'aimer, de produire, d'échanger. Et cette remarque si simple est une idée de première importance. Ce n'est pas un grand secret que je découvre là. On apercevra que mieux combien il est facile, en tous les genres d'enseignement, de renvoyer aux heures d'études, si bien nommées, le principal travail, le plus long, le plus utile aussi. Je sais bien qu'il y faudrait, au commencement, d'énergiques sanctions. Les élèves ont pris l'habitude de s'instruire en écoutant. Du moins, ils croient s'instruire. Et leurs parents de même, qui croient avoir assez fait pour leur propre culture quand ils ont écouté 2 ou 3 fois un homme fort savant et qui peut parler pendant 1 heure sans chercher ses mots. Phonographe et cinématographe sont frères.